Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité. Et l'actu de ce 20 juin, c'est la visite de Giorgia Meloni en France, la chef du gouvernement italien issue de l'ultra-droite, conservatrice, chrétienne, souverainiste. Peut-elle s'entendre avec un Emmanuel Macron qu'elle a plusieurs fois attaqué avant et après son arrivée au pouvoir? Quels sont les intérêts communs qui peuvent forcer un rapprochement malgré les divergences politiques? Comment Giorgia Meloni peut-elle peser dans une Union européenne dont elle critique les institutions? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat, c'est dans le sillage de Laurent Berger que je vous emmène. Le syndicalisme est de retour. Il est de retour pas simplement dans la rue, il est de retour dans les entreprises, il est de retour dans les chiffres d'adhérents. Le secrétaire général de la CFDT passe la main après une décennie pendant laquelle son syndicat est devenu le premier en France. Que va-t-il faire après? L'union syndicale inédite, étonnamment solide depuis 6 mois, va-t-elle se poursuivre malgré l'échec sur la réforme des retraites? Dans 45 minutes, on dresse le bilan de Berger et on découvre Marie-Lise Léon, celle qui lui succède dès demain. Mais d'abord, les enjeux de cette rencontre Macron-Meloni détaillée par Fabien Recker. Officiellement, elle est venue parler de l'OTAN et de l'Expo universelle de 2030. Mais la première visite en France de Giorgia Meloni ressemble surtout à une tentative de réconciliation. Car entre Paris et Rome, les relations sont difficiles depuis l'arrivée au pouvoir de Madame Meloni. Quand en novembre, elle refuse d'accueillir les 230 migrants de l'Ocean Viking, Paris dénonce un comportement inacceptable. En février, Emmanuel Macron invite Volodymyr Zelensky à l'Elysée en compagnie du chancelier allemand. Giorgia Meloni n'est pas conviée et elle le prend très mal. Si j'avais été invitée à l'Elysée pour la rencontre avec Zelensky, j'aurais conseillé de ne pas faire cette réunion. Pourquoi? Parce que, s'agissant de l'Ukraine, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de donner un message d'unité. Ces dissensions avec Paris n'empêchent pas Giorgia Meloni de jouer sa propre partition au niveau européen. Candidate, elle critiquait Bruxelles et vantait le modèle eurosceptique de Viktor Orban. Une fois au pouvoir, elle entame un virage plus favorable à l'UE, aligné notamment avec les autres capitales européennes dans son soutien à l'Ukraine. Giorgia Meloni n'a pas forcément d'influence politique en Europe, mais elle n'est pas marginalisée. Elle ne remet pas en cause l'appartenance à l'euro, elle ne remet pas en cause les sanctions européennes contre la Russie. Au contraire, elle les défend. Elle est pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle est pour une zone euro forte. Donc elle ne s'est pas du tout marginalisée, elle ne peut pas leur se permettre de le faire puisque l'Italie dépend énormément des fonds européens et du plan de relance européen. Chef d'un gouvernement nationaliste et ultra-conservateur, Giorgia Meloni poursuit ses efforts de normalisation. À moins d'1 an des élections européennes, la présidente du Conseil italien tente un rapprochement avec le Parti populaire européen qui rassemble les droites de gouvernement en Europe. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce premier débat. Ludmila Akone, bonsoir. Bienvenue, vous êtes historienne, spécialiste de l'Italie médiévale et contemporaine, chercheuse associée à l'Université Paris 1. Alberto Toscano, bonsoir et bienvenue, journaliste, écrivain italien. Pascal Joannin, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Schuman. J'accueille avec nous en duplex Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et vous êtes président de la School of Government de l'Université Louis à Rome. Bienvenue à vous et bonsoir. Et bonsoir Laetitia. Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Un premier tour de table, Ludmila Akone, cette visite de Giorgia Meloni à Paris, est-ce qu'elle peut réchauffer ses relations, ça a mal démarré, relations glaciales au départ avec Emmanuel Macron? Oui, elle le doit forcément, puisque de toute façon, il y a des convergences nécessaires. On est en Europe, il y a des urgences à traiter au niveau économique, énergétique, climatique. Donc forcément, il faut faire des choses ensemble. Il est évident aussi que Giorgia Meloni veut redorer son image et depuis la campagne électorale, elle essaye de montrer qu'elle a une stature internationale. Alberto Toscano, est-ce que comment les médias italiens présentent cette visite? Est-ce qu'elle est attendue? Parce que souvent quand une histoire, une histoire d'amour commence mal parfois et puis elle grandit. Donc est-ce qu'il y a une attente particulière parce qu'il y a eu ces mots très durs de Giorgia Meloni visant Emmanuel Macron?
Non, il y a une grande attente, mais il y a aussi la certitude du fait que les éléments qui poussent vers l'accord sont beaucoup plus importants et solides des éléments qui poussent vers la polémique, qui a commencé par ces phrases un peu brutales du ministre de l'Intérieur Darmanin au sujet de l'immigration. L'immigration est un problème commun et il est parfaitement inutile. Oui, mais il y avait eu aussi, enfin on ne va pas refaire la bagarre, mais les phrases de Giorgia Meloni pendant sa campagne électorale. Oui, sans doute. Il y a eu une histoire de polémique. L'important est qu'aujourd'hui, il y a de bonnes raisons pour s'entendre. Il y a surtout 2 sujets sur lesquels France et Italie ont déjà aujourd'hui une entente solide. C'est l'Ukraine et le pacte de stabilité européenne qui doit être relancé, reformulé, et au sujet duquel France et Italie ont une attitude commune assez déterminée vis-à-vis de l'Allemagne. Oui, on y reviendra. Évidemment, Pascale Joannin, vous dites quoi? Enfin, il était temps qu'il y ait une vraie rencontre. Ils s'étaient croisés rapidement, mais il était temps. Ah oui, enfin, oui. Enfin, ça fait 8 mois que Mme Meloni est arrivée aux affaires. Alors, on se souvient que le président de la République était opportunément à Rome le jour où elle avait prêté serment et qu'ils s'étaient brièvement rencontrés. On avait dit, tiens, c'est plutôt de bon augure, il va y avoir un courant qui va se passer, puisqu'elle est relativement jeune, lui aussi, donc ça pouvait le faire. C'était un peu le hasard, il était en Italie ce jour-là. Et puis plus rien. Alors qu'on sait que il faut se traiter des choses en commun. Depuis le départ du Royaume-Uni, l'Italie est l'un des 3 grands pays de l'Union. C'est un pays fondateur. On a des points communs en matière économique, des points communs sur les questions, comme vous l'avez dit, de règles économiques. Enfin, on a un certain nombre de choses à régler. Et donc, ne pas se parler, c'était vraiment... donc, c'est une sage décision qu'ils se rencontrent. Marc Lazare, on dit ne pas se parler. C'est vrai que c'était ce que renvoyaient les chefs d'État et de gouvernement, sauf que derrière, évidemment, les diplomates travaillent. Ça, c'est jamais... Il y a toujours eu des fils de dialogue. Écoutez, cette rencontre, effectivement, elle a été préparée depuis des mois. Elle a été préparée depuis des mois par l'ambassadeur de France en Italie, par l'ambassadrice d'Italie à Paris, par les ministères des Affaires étrangères, par les conseillers diplomatiques qui voulaient à tout prix que cette rencontre ait lieu. Je remarque que ce n'est pas une visite officielle, que c'est à l'occasion de sa venue pour l'Expo à Rome, candidature que d'ailleurs ne soutient pas la France, qu'elle est venue avec le maire de Rome, qui est un maire de gauche, Roberto Gualtieri. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'introduirais une nuance de fond. C'est-à-dire que je crois que c'est absolument une nécessité pour les 2 gouvernements d'avoir justement cette rencontre et de mettre sur la table les sujets sur lesquels il y a des convergences, mais aussi les sujets, notamment l'immigration, sur lesquels il y a une profonde divergence, parce que l'un et l'autre ont besoin, chacun d'entre eux. Mais d'autre part, il y a un désaccord de fond. Et ce désaccord de fond, il va surgir à l'occasion des élections européennes. Il est déjà là, parce qu'il y a 2 visions complètement différentes de l'Union européenne. Mais vraiment 2 visions totalement antagoniques. Celle du président Macron, s'il y a un fil rouge d'Emmanuel Macron depuis le 2017, alors qu'il a changé sur beaucoup de sujets, c'est l'Europe. Et il y a un fil rouge chez Giorgia Meloni, ou plus exactement, il y a un changement. Elle n'est plus contre l'Europe, mais elle est dans l'Europe pour la changer au profit d'une dimension plus nationale de l'Europe. Et donc, il y aura de nouveau des tensions. Ludmila Aconé, vous êtes d'accord là-dessus? Ça veut dire que ce duo, ce couple franco-italien, il va forcément être obligé d'avancer un peu en crabe, même s'il y a des intérêts économiques importants? C'est l'Union européenne, c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. En même temps, évidemment, je suis d'accord avec Marc Lazare, il y a des divergences profondes, des divisions opposées sur l'Europe et aussi sur d'autres sujets. Donc, ces questions, elles vont forcément surgir, et notamment aussi sur des questions de démocratie et des droits sociétaux. Est-ce que... Pas aujourd'hui. Pardon? Pas aujourd'hui. Non, bien sûr. Aujourd'hui, oui, on va vouloir donner une image de réchauffement. C'est ce que disait Marc Lazare. Tôt ou tard, enfin, ils font à un moment donné apparaître, parce qu'ils sont là, et ce sont vraiment des conceptions opposées. Alors, oui, il y a un autre sujet de divergence qui est peut-être petit par rapport à l'Europe, la grande histoire, mais quand même significatif. Parce que le fait qu'Emmanuel Macron soutient la candidature de Riyad et de l'Arabie Saoudite pour l'organisation, pour héberger l'exposition universelle de 2030, au détriment de la ville de Rome, qui est si engagée. Et d'ailleurs, c'est la raison, ou les prétextes,
du voyage de Mme Meloni à Paris, où il y a le siège du Bureau international des expositions. Donc cet élément est un révélateur quand même d'une attitude française qui est assez désagréable. Et je pense du point de vue italien, les Italiens ont du mal vraiment à comprendre comment est-ce que c'est possible et quelles sont les dynamiques qui amènent l'Élysée à soutenir la candidature d'un pays qui n'est pas européen et qui, je crois, n'est pas tellement démocratique. On ne peut pas dire que ce soit un modèle de démocratie, effectivement. Pascal Joannet, est-ce que c'est un mauvais coup, ça? Ou une petite vengeance, certains diront mesquine, d'un Emmanuel Macron qui n'a pas accepté d'être critiqué par Giorgia Meloni? Je ne vais pas soutenir la candidature de Rome après avoir été à ce point critiqué. En effet, complètement anachronique de soutenir une candidature d'une ville qui n'est pas européenne. Je rappelle qu'il y a une deuxième ville qui est européenne, c'est Odessa, mais qui est en guerre, donc ça sera peut-être plus compliqué, mais en 2030. Mais au-delà des Chicaya, il y a quand même la raison d'État. C'est-à-dire qu'on a, il y a un mouvement de fond qui est plus puissant, c'est ça. On a besoin de parler avec l'Italie. Et donc, les petites phrases, les choses qui sont dites comme ça, etc., ça ne fait pas avancer les choses. Or, on a besoin, y compris sur l'immigration, parce que sur la migration, la France et la France et l'Italie ne sont pas aussi éloignées l'une que l'autre, puisque, en effet, si l'Italie reçoit beaucoup plus de migrants que la France, ils sont tous les deux d'accord pour qu'il y ait une répartition au niveau européen, ce que certains États ne veulent pas. Alors, ça, je vous interromps sur l'immigration, parce qu'on va y consacrer un chapitre entier un peu plus tard dans ce débat, mais je voudrais rester sur cette idée d'un partenariat un peu obligatoire de toute façon, et c'est... Mais ça se passait très bien avec Mario Draghi. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal avec Giorgia Meloni. Il y a quelques arguments, notamment ceux donnés par Marc Lazare tout à l'heure. Il faut faire fi et de dépasser les obstacles. Mais c'est un peu ce que nous disait le porte-parole du gouvernement, tout simplement, Olivier Véran, ce matin sur CNews. L'Italie, c'est un partenaire économique majeur. Voilà. L'Italie est notre deuxième partenaire économique, c'est notre frère européen, ce sont nos voisins. Il y a des villes françaises comme la mienne, Grenoble, qui sont irriguées par l'histoire italienne. Et donc, évidemment qu'on a envie de progresser avec l'Italie. Les annonces qui ont été faites sur le Lyon-Turin, par exemple, pour développer du ferroutage entre la France et l'Italie, attestent, s'il était besoin, que nos relations sont aussi fortes avec les Italiens qu'elles l'ont été par le passé. Et il y a eu un autre exemple là, à l'occasion du Salon du Bourget, avec ce système de défense anti-aérien franco-italien. Annonce d'Emmanuel Macron, c'est déployé en Ukraine. Ludmilla connaît. Il y a ces intérêts économiques. On peut peut-être faire un peu d'histoire, quoi. C'est le fruit d'un voisinage devenu de plus en plus fructueux économiquement, on peut dire ça? Ça fait très longtemps que les Italiens et les Français ont des intérêts communs, ne serait-ce que géographiquement. Bah oui. Il y a des familles entières qui sont franco-italiennes. Il y a vraiment une proximité, mais culturelle. Je parle, que ce soit le patrimoine, le tourisme, la mise en valeur du territoire. Il y a des choses tout à fait importantes à ce niveau-là. Évidemment, comme vous le disiez, on reviendra sur la question de l'immigration, mais il y a aussi un peu de rivalité, il ne faut pas l'oublier. Il y a un petit peu de rivalité à qui passe en premier. Voilà, il y a cet aspect qu'il y a toujours les cousins italiens, les cousins français, ça existe aussi. Mais quand on est dans un même bateau, en ce qui concerne l'économie et la coopération, il faut quand même essayer d'avancer. Il y a une date qui se profile à l'horizon, dans très peu de temps, 29-30 juin, Marc Lazare, le Conseil européen. On l'a évoqué très vite avec Alberto Toscano. Il y a cet enjeu du pacte des règles de stabilité budgétaire. Elles ont explosé avec la crise Covid. Il faut les réinventer et les rétablir. Et est-ce qu'on peut dire que là-dessus, Marc Lazare, il y a des intérêts communs entre nos deux pays, effectivement ? Oui, c'est évident. C'est là-dessus qu'il y a un intérêt commun à la France et à l'Italie, et c'est pas par hasard que le communiqué de l'Élysée qui annonçait la visite de Giorgia Meloni précisait bien que c'était dans la perspective, entre autres, du Conseil européen. La France a besoin de l'Italie. Il y a tous les intérêts économiques et commerciaux qui viennent d'être rappelés, mais là, il y a une bataille commune par rapport à ce qu'on appelle les pays frugaux, par rapport au ministre de l'économie allemand. La France a besoin d'Italie. Plus exactement, je vais être un peu cynique.
cynique, la France se rappelle qu'elle a besoin de l'Italie dans ces cas-là. Et donc, effectivement, il faut agir. Ça ne sera pas la première fois. Lors du gouvernement de Giuseppe Conte I, c'est-à-dire un moment où il y a eu une crise diplomatique entre Paris et Rome, nous avons rappelé notre ambassadeur, Christian Massé, à Paris pendant une semaine. Ça ne s'était pas fait depuis 1940, c'est-à-dire la déclaration de guerre de Mussolini à la France. Malgré ça, à l'été, exactement à la même période, au moment du Conseil européen, Giuseppe Conte et Emmanuel Macron s'étaient retrouvés ensemble au Conseil européen pour agir ensemble. Ça s'est continué avec Mario Draghi. On a évoqué Mario Draghi. Avec Mario Draghi, c'était la lune de miel. Là, c'est pas la lune de miel. Hein. Ils sont obligés de trouver une entente. Donc oui, c'est un élément très important. Et en plus, il y a des lobbies qui agissent dans ce sens-là. L'organisation du MEDEF, l'organisation patronale, a un rapport très étroit avec la Confindustria, qui est une organisation patronale encore plus puissante que le MEDEF, du fait de sa structure, du fait de son implantation dans le pays. S'est tenue récemment ici à Rome, d'où je vous parle, une rencontre comme il y en a chaque année. Il y a eu un communiqué commun qui dit en gros, qui rappelle aux gouvernants l'importance des relations économiques et commerciales et la nécessité justement d'avoir une politique commune. Donc voilà, tous ces éléments sont pris en considération par les gouvernements. Il y a des divergences politiques profondes, évidemment. Elles éclateront encore une fois dans la perspective des élections européennes, mais il y a un intérêt qui est à la fois bilatéral, un intérêt de chaque pays et espèrent les gouvernements français et italiens un intérêt commun pour l'Europe. Ouais. Laetitia, on va se tourner sur les enjeux, mais alors côté Emmanuel Macron, parce que cette rencontre avec Giorgia Meloni, ça le place un petit peu en position d'équilibriste. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'Emmanuel Macron s'adresse à deux publics distincts. Il s'adresse à ses partenaires européens, aux Européens, mais aussi aux Français. On va commencer d'abord par l'Europe, puisque c'est vrai que c'est le premier public le plus évident. Alors, vous avez beau dire que la presse italienne nuance un peu cette rencontre. Moi, j'ai trouvé dans la Repubblica, quand même, qui écrit aujourd'hui 7 mois de tension, d'affrontements, de silence et d'accusations mutuelles dont les faces sont difficiles. Les traces seront difficiles à éliminer. Oui, effectivement. Donc, tous les Européens vont regarder, vont déjà écouter le message qu'Emmanuel Macron va délivrer et que Giorgia Meloni va délivrer également. Mais ils vont aussi scruter ce qu'on appelle le non-verbal. Vous savez, leurs attitudes et puis peut-être aussi quelques mots qui vont échapper ici et là. Vous savez bien, il y a souvent une déclaration au pupitre officiel et puis ensuite il y a les micros tendus à la presse. Donc ça va être vraiment, on va focaliser sur cette rencontre. Sur le non-verbal, on peut se souvenir du 22 octobre dernier, c'est ça ? Exactement, cette photo, alors qui a vraiment fait le tour des réseaux et le tour de tous les médias, c'était la rencontre, vous avez dit que Emmanuel Macron était à Rome et il en a profité pour aller féliciter Giorgia Meloni qui venait de prêter serment. Et puis alors cette photo où on les voyait crispés, vraiment il y avait une tension palpable, des sourires comme ça de façade et il s'était beaucoup amusé sur les réseaux à vraiment commenter cette photographie. Et puis ensuite ils se sont revus, Thomas, parce qu'il y a eu cette crise diplomatique, la crise autour de la question migratoire, mais ils se sont revus à Hiroshima en marge du G20. On en a moins parlé, c'était un aparté. Pourquoi on en a moins parlé ? Parce que les Européens, quoi qu'il arrive, retiennent encore aujourd'hui ces clashs entre Gérald Darmanin et puis Giorgia Meloni. On l'a évoqué, il y a un terrain d'entente qui va s'exprimer officiellement aujourd'hui. Ça, normalement, oui, la guerre en Ukraine, ils sont d'accord, et le volet économique. Et puis, bien sûr, les relations bilatérales France-Italie, parce que bien sûr que ces deux pays ont des intérêts communs, mais surtout, il faut toujours rappeler, il me semble, pour un chef d'État français et pour un chef du gouvernement italien, l'histoire. Et ce sont deux alliés historiques. Et puis alors donc, il y a ce message, là c'était le message européen, le message destiné aux Français. C'est là que ça se complique un peu. Pourquoi les Français ? Parce que, on va dire que pour la majorité d'entre nous, Giorgia Meloni égale Marine Le Pen. C'est la Marine Le Pen italienne. Donc on va le scruter là parce qu'il n'y aura pas de message de déclaration officielle. Donc il y aura beaucoup de non-verbal. Et on va regarder un peu ce qui se dit, comment ils se comportent l'un avec l'autre. Et si vous voulez, dans les médias, je prends le pari avec vous. Je pense que ce sera largement commenté ce soir avec une question. Comment Emmanuel Macron se comporte avec Giorgia Meloni ? Est-ce que le chef d'État français est complaisant avec cette femme qui s'est, à un moment de sa vie,
réclamer du fascisme. Vous voyez pourquoi c'est un exercice d'équilibriste. Pourquoi? Parce que le message d'entente cordiale qui va être donné, qui va être lancé aux Européens, peut être ici mal interprété. Alors justement, et ça ouvre une partie du débat vraiment centrée sur Giorgia Meloni et peut-être son histoire, Alberto Toscano. Programme ultra-droite, conservatrice, chrétienne, souverainiste, est-ce que ça en fait une femme d'extrême droite? Comment elle est caractérisée? Je pense que vous avez absolument raison. Le problème est qu'il y a sous-entendu, du point de vue français, du point de vue d'Emmanuel Macron, est-ce que dédouaner Giorgia Meloni signifie dédouaner Marine Le Pen? Donc il y a ce réflexe de politique intérieure française qui complique ce dialogue. Mais aujourd'hui, malgré tout, et on l'a dit, et tout le monde l'a dit, les facteurs qui poussent à l'entente, au réchauffement de la relation, sont nettement prévalents. Et je crois que cet élément de l'extrême droite est un élément qu'on doit juger dans la réalité des choses. Une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas de danger pour la démocratie, parce que moi je suis à Paris depuis 37 ans, et quand Berlusconi a gagné la première fois, tout le monde a dit la démocratie italienne risque d'être détruite. Ensuite, il a perdu les élections, il a perdu le pouvoir. Et il n'a même pas perdu les élections, il a perdu le pouvoir sans besoin de perdre les élections la première fois. Donc, une fois qu'on a dit que la démocratie italienne n'est pas en danger, et c'est important de le dire. C'est sûr. C'est sûr, comme c'est sûr pour la démocratie française, pour la démocratie allemande. C'est sûr exactement comme pour chacun de nos pays de l'Union européenne. Les facteurs qui poussent à la défense de la démocratie sont beaucoup plus importants que les dangers. Une fois qu'on a dit ça, on juge les politiques. La politique de Giorgia Meloni est certainement une politique avec beaucoup d'erreurs, de problèmes, notamment, par exemple, sur la politique de la famille. Aujourd'hui, en Italie, il y a des polémiques sur la réforme de la justice. Il y a sans doute des éléments de sa politique qui provoquent des doutes et des critiques. Et elle est en train aussi de renouveler quand même les services publics, et elle est en train d'enlever toutes les personnalités de gauche et de mettre des liens dans les services publics. Dans chaque pays, France comprise, il y a un spoil system qui est en train de... Et je crois qu'on est dans un contexte relativement normal d'erreurs que chaque nouveau gouvernement peut commettre. Alors, est-ce que vous êtes toutes et tous d'accord avec ça? Je vous donne la parole en premier, Ludmila Akone. Est-ce que, et je repose la question qui est un peu binaire, mais pardon, je simplifie les choses. Est-ce qu'elle est d'extrême droite? Est-ce qu'on dit encore ça en Italie ou pas? C'est difficile à dire. Tout d'abord, je voulais quand même revenir sur Marine Le Pen. Je trouve que Marine Le Pen, elle est encore modérée par rapport à Giorgia Meloni, vous voyez. Mais sur le fond, sur les idées. Oui. Mais en tout état de cause, la politique des deux femmes et des deux coalitions, des deux partis, elle est aussi au fur et à mesure, elle change aussi selon les contingences. Et il est clair que depuis que Giorgia Meloni est au pouvoir avec sa coalition, on n'a jamais vu autant de manifestations de réhabilitation franche de symboles fascistes et aussi d'attaques contre les droits civiques. Le dernier en date, c'est la volonté d'un tribunal d'enlever l'état civil d'enfants nés de procréation médicalement assistée à l'étranger, de procréation par procuration. Oui. Certes, ce sont des enfants, on peut dire qu'en Italie ça n'existe pas, mais ce sont des enfants à qui on enlève un droit fondamental. Et tout ça, c'est irrigué par l'idéologie du parti de Meloni et de sa coalition. Donc il ne faut pas... Mais est-ce que vous dites pour autant que la démocratie italienne est en danger? Je ne cherche pas à vous mettre en désaccord l'un avec l'autre, mais est-ce que vous êtes aussi... Il y a des attaques très très fortes contre des droits fondamentaux et contre le fait même qu'un ministre de l'Agriculture, d'accord, mais se permettre de dire qu'il faut se battre contre l'immigration pour éviter le remplacement ethnique, c'est quand même quelque chose de... Voilà, ça ne se commente pas. C'est une connerie, mais ce n'est pas une attaque à la démocratie. Si chaque connerie est une attaque à la démocratie, dans chaque pays, il y a plein de conneries dans le débat politique. Je ne sais pas. Si moi, je disais quelque chose comme ça, ça n'aurait pas le même Tous les pays poids. n'ont pas l'histoire de l'Italie aussi. Voilà. Chaque pays a son histoire, mais chacun doit assumer ses bêtises. Dans le débat politique, c'est plein de bêtises. Et là, c'est évidemment des bêtises. Un ministre a des responsabilités. Alors, Pascal Joannin, un mot là-dessus, sur ce parallèle Marine Le Pen, Giorgia Meloni. Je crois que il ne faut pas le faire.
D'abord parce que Marine Le Pen elle-même a dit que Giorgia Meloni, c'était pas sa copine. Oui. Je rappelle qu'elle ne siège pas dans le même groupe au Parlement européen, que l'allié de Marine Le Pen en Italie, c'est Matteo Salvini et la Lega. Qui participe au gouvernement. Parce que, alors, on a en France quelque chose qui s'est passé avec Macron qui a été élu en étant ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, qu'on n'a pas retrouvé ailleurs. Mais la coalition de centre-droit, comme elle s'appelle officiellement, avec, en effet, Forza Italia, qui était le centre-droit, la Lega, qui est l'extrême droite, et puis Fratelli d'Italia, qui étant les conservateurs européens, ça n'est pas transposable ailleurs. On n'a pas encore d'autres exemples où, en effet, elle a réussi à faire ce truc. Et en effet, Forza Italia, dont le président historique est mort il n'y a pas longtemps, avait fait une coalition déjà avec l'extrême droite, mais il était le parti fort, alors que là, c'est Fratelli d'Italia qui est le parti fort. Mais il n'y a pas... Et le renversement dont Marc Lazare parle l'année prochaine au Parlement européen, c'est pas Marine Le Pen, Meloni. Marine Le Pen, elle est d'un côté, et d'abord, elle n'est même pas au Parlement européen, c'est Bardella. Et elle est la présidente d'un parti européen qui s'appelle ECR, et elle veut rassembler des droites qui sont radicales, mais qui ne sont pas extrêmes, et qui sont... Donc c'est plutôt avec M. Salvini qu'elle va essayer de se donc Marine Le Pen, elle va faire alliance plutôt avec Salvini, et Meloni, elle va essayer de renverser la table en créant une force de droite un peu radicale, avec des partis qui ont un peu le vent en poupe en Finlande, en Suède, etc., mais qui siègent aujourd'hui dans ce groupe ECR. Et le modèle qu'elle a bâti en Italie n'est pas transposable ailleurs, et on le verra en Pologne au mois d'octobre. Mais il y a des éléments qui sont quand même perturbants, puisque les leaders du Rassemblement national ici même jouent de ce voisinage, on va dire, avec Giorgia Meloni. On écoute, tiens, par exemple, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, c'était sur Europe 1. Jordan Bardella, tout de suite. Vous savez que Madame Meloni est en coalition avec l'un de nos alliés que j'ai rencontré il y a quelques jours à Rome, Matteo Salvini, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait réussi pour le coup à faire baisser les arrivées sur les côtes italiennes, qui est aujourd'hui ministre des Infrastructures. Mais en tout cas, je suis un soutien de Madame Meloni, de Monsieur Salvini, et je crois que l'Italie doit être soutenue dans la crise migratoire à laquelle elle fait face, parce que, encore une fois, les migrants qui entrent en Italie seront demain et après-demain en France si nous ne reprenons pas le contrôle. Ludmila Connet, vous vouliez intervenir en écoutant Pascal? Oui, je voulais juste dire que qu'est-ce qu'on entend par démocratie? On peut dire, est-ce qu'il n'y a eu pas d'effondrement de la démocratie avec Berlusconi? Il y a eu un rétrécissement progressif de la démocratie avec Berlusconi, et notamment conflit d'intérêts, notamment rétrécissement du droit de la représentativité, y compris syndicale, un problème de monopole de l'information qui n'est pas exactement la démocratie générale. Donc voilà, c'est une conception. On peut avoir différentes conceptions de la démocratie, évidemment. Soyons sérieux. Ce type de problème existe dans chacun de nos pays. En Espagne, il y a des polémiques de cette nature depuis des années, des mesures qui sont prises et qui sont critiquées. En France, n'en parlons pas. À l'occasion des retraites, des polémiques sur les retraites, on a entendu la démocratie est effacée, la démocratie est écrasée. Combien de fois, même sur ce plateau, il y avait des interlocuteurs qui disaient ça. Dans chacun de nos pays, il y a des polémiques sur le fonctionnement de la démocratie. Mais soyons sérieux, la démocratie italienne n'a pas été en danger, n'est pas en danger et ne serait pas en danger, ni plus ni moins que la démocratie française. Allez, un mot de conclusion là-dessus, puis je reprends la main. Le fait que Berlusconi ait attaqué la constitution italienne née de la résistance, et puis le début de ses premiers mandats n'est pas anodin. Et ce qu'il a réussi à faire jusqu'à maintenant, il a saccagé cette constitution. Dans chaque pays, il y a des critiques, mais la démocratie n'est pas en danger. Et c'est ça, on a entendu l'essentiel. L'Italie est un pays qui a dû dépasser des tragédies comme le terrorisme qui ont menacé la démocratie. La démocratie italienne a été plus solide et aujourd'hui est une démocratie solide. On a entendu vos arguments à l'une et à l'autre là-dessus. Je reviens au duo et à la relation franco-italienne. On a titré la mésentente cordiale. Je vous propose une première réaction, extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron en cette fin d'après-midi, juste avant la rencontre avec Giorgia Meloni, où il fait référence à l'histoire, finalement, la grande histoire franco-italienne, plus forte que les petits chicaya, pour reprendre l'expression que vous employiez tout à l'heure. Nos économies, nos universités, nos artistes font aussi vivre chaque jour ce rapport si unique qui existe entre l'Italie et la France. C'est cette amitié qui
m'importe en premier lieu, vous le savez, Madame la Présidente du Conseil, celle qui permet de faire vivre parfois les controverses, les désaccords, mais dans un cadre toujours respectueux, parce qu'il s'inscrit dans une histoire plus grande que nous, plus profonde, qui a nourri nos imaginaires, nos artistes, les aventures collectives. C'est bien le sens du traité du Quirinal. Alors, on va tout de suite entendre la réponse, alors je ne sais plus dans quel ordre c'était, de Giorgia Meloni sur ce même thème de l'amitié franco-italienne. On écoute la chef du gouvernement. L'Italie et la France sont deux pays étroitement liés. Ce sont deux pays protagonistes en Europe, deux pays importants qui ont besoin, notamment à une époque comme celle-ci, de dialoguer parce que nos intérêts sont multiples et sont convergents. Notre collaboration est une collaboration étroite, une collaboration fructueuse dans de nombreux domaines. Marc Lazare, je reviens vers vous, peut-être sur une dimension un peu personnelle. À quel point l'amitié ou l'inimitié entre deux chefs d'État, enfin la chef d'État, chef de gouvernement, peut jouer? Parce qu'on dit qu'il y a un mouvement plus fort, il y a des intérêts économiques, des intérêts européens, etc. Mais la relation, le fait qu'une relation entre deux chefs d'État se noue, à quel point ça peut jouer? Ah bah bien sûr que ça joue. Ça joue entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron comme ça joue entre d'autres chefs d'État ou de gouvernement. Et dans le cas d'Emmanuel Macron et de Giorgia Meloni, c'est vraiment deux personnes totalement différentes. Autant Emmanuel Macron et Mario Draghi appartenaient au même monde, celui des élites internationales, des gens qui savent se parler, qui respectent les mêmes codes, qui ont quasiment les mêmes formations. Autant là, on a deux personnalités totalement différentes. Emmanuel Macron, brillant élève de Sciences Po, de l'ENA, haut fonctionnaire, banquier, enfin cochant toutes les cases. Giorgia Meloni, venue d'un des quartiers de Rome, la Garbatella, qui n'a pas fait d'études supérieures, ce qui n'empêche pas cette jeune femme, comme vous l'avez rappelé, de parler plusieurs langues, d'avoir une grande capacité politique. Donc évidemment, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'atome crochu entre ces deux-là. Tout le monde le sait. Il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble et c'est compliqué parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est extraordinaire. C'est toujours les mêmes formules. Emmanuel Macron, avec après tant d'autres présidents, rappelle les liens extraordinaires qui existent entre la France et l'Italie, les deux sœurs latines, les deux grands cousins, et on sait que très souvent il y a des désaccords et il y en aura d'autres qui ressurgiront. Et Giorgia Meloni, très souvent, on le sait, a une certaine aversion, je pèse mes mots, en tout cas en avait une à l'égard de la France. Elle a beaucoup critiqué la France. Le président de la République vient de faire allusion au traité du Quirinal. Lors de la conférence de presse de fin d'année, Giorgia Meloni, interrogée par un journaliste français sur le traité du Quirinal, a eu cette réponse: je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Elle savait très bien ce qu'il y avait dedans puisque son parti a refusé de voter ce traité et qu'elle l'avait dénoncé comme antidémocratique et au service uniquement des intérêts français. Et ça, c'était encore il y a quelques mois. Donc, là, il y a nécessité fait loi, il faut s'entendre et il y a des désaccords complets. Thomas Hugues, est-ce que vous me permettez de revenir un tout petit peu sur le débat qui a opposé, mais très rapidement? Allez-y. Très rapidement, c'est très difficile d'avoir une appréciation de Frères d'Italie parce que c'est un parti en évolution qui a plusieurs strates. Il y a la strate, oui, du fascisme, oui, aujourd'hui en transformation, en mutation, avec cette dimension de droite nationale, conservatrice, parfois traditionnaliste, radicale, nationale, et c'est ça qui rend la complexité. Et je pense que j'aurais un jugement un peu plus nuancé que mon ami Alberto. Je ne dis pas, Alberto, que la démocratie est en danger. Mais il y a un certain nombre de signaux, effectivement, qui pourraient être préoccupants. Je sais aussi qu'il y a des anticorps face aux atteintes à la démocratie. Et je voudrais juste prendre un élément sociologique à prendre en considération. Il faut se rendre compte de ce qui s'est passé. Fratelli d'Italia, c'était 4% en 2018. Aujourd'hui, c'est 26%. Les gens de Fratelli d'Italia, pendant des décennies, pendant des années, ont été considérés comme des gens qui appartenaient à un ghetto, une petite minorité dont tout le monde se moquait. Et beaucoup d'entre eux, je ne dis pas Giorgia Meloni, mais son entourage, et c'est un entourage là qui a envie de prendre sa revanche. Voilà, sa revanche. Et ça peut être un danger. Ça peut être un danger. Attends, je termine. Mais il y a un contre-feu, et il faut le dire,
c'est le président de la République et c'est les institutions italiennes et la société civile. Oui. Et voilà, c'est cet équilibre qu'il faut avoir en tête. Donc, grâce à ce contre-feu, grâce à un ensemble d'équilibres de notre Constitution, la démocratie n'est pas en danger. Marc, les dangers par rapport au fonctionnement des institutions et aussi par rapport à la démocratie existent partout. Et tu sais mieux que moi à quel point dans les débats sur les retraites et la façon, parce qu'en Italie, une loi si importante n'aurait pas pu passer sans un vote du Parlement. Et en France, elle est passée sans un vote de l'Assemblée nationale. Or, s'il te plaît, ce type de discours existe partout et l'exemple français montre que dans la mesure où les dangers existent partout, l'important c'est justement les contre-feux et les équilibres des pouvoirs. Il nous reste moins de 10 minutes, je voudrais qu'on parle d'immigration, mais quand même une petite question, Pascal Joannin, parce qu'on évoque souvent, notamment sur ce plateau, les démocraties illibérales. Il n'y en a qu'une qui se revendique comme telle, c'est la Hongrie. Ok. Et d'ailleurs, il n'y a aucun risque avec ce pouvoir en Italie. L'Italie bascule, de remettre 20 centimes dans la machine, Alberto. Giorgia Meloni a fait pendant un moment, elle avait les yeux doux pour Viktor Orban, qui alors lui, pour le coup, est nulle part politiquement en ce moment sur la scène européenne, puisqu'il est plus dans aucun groupe, il est avec les non-inscrits. Donc, et elle a coupé les ponts, parce que Giorgia Meloni, sur la scène internationale, en tout cas, sur tout ce qui est le G7, le Conseil européen, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette. Elle vote toutes les sanctions ukrainiennes. Elle n'est pas pro-Poutine, c'était Salvini et Berlusconi qui l'étaient. C'est également Orban. Donc, sur ce plan-là, je ne dis pas qu'elle a la majorité de Fratelli, qu'elle exprime la majorité de Fratelli d'Italia, mais sur la politique internationale, elle a plutôt passé son examen. Et donc, maintenant, il faut rentrer un petit peu, il faut craquer le vernis et aller dans le dur, parce qu'en effet, sur la franco-italien, là, pour le coup, si on s'entend bien avec le président de la République italienne, qui était là il y a 15 jours pour l'inauguration de l'excellente exposition. Allez la voir au Louvre. Quelle exposition? Naples à Paris. Naples à Paris, très bien. Merci, je le note dans un coin de mon agenda. Mais puisqu'on a pour une fois, je sais pas, Naples nous a prêté une grande partie de ses musées, il ne faut pas aller voir le musée du Caponemonte à Naples. Allez, terminez vite, parce qu'on on a besoin de se parler, parce que la culture, on a parlé rapidement du traité du Quirinal, mais ça se veut un petit peu l'équivalent du traité de l'Élysée qu'on a signé avec l'Allemagne pour rabibocher des sociétés qui avaient du mal à s'entendre. Donc je ne dis pas que ça va paraître pareil, mais ça donne peut-être un élan. Espérons-le, on verra. Immigration, comme promis, un chapitre là-dessus. Et je vous propose d'abord d'écouter ce qu'en disait il y a quelques minutes en cette fin d'après-midi Emmanuel Macron à l'occasion de cette rencontre avec Giorgia Meloni. Nous continuons de connaître des drames en Méditerranée. Il nous faut être en mesure d'organiser plus efficacement l'asile et l'immigration en Europe en étant fidèles à nos valeurs. Et là aussi, je veux dire que la coordination et le bon travail entre nos deux pays doivent se poursuivre. Nous voulons mieux travailler avec les pays d'origine et de transit pour éviter les flux entrants. C'est la politique que nous essayons de conduire depuis 6 ans, avec plusieurs réunions qui se sont tenues ici avec certains de vos prédécesseurs et d'autres collègues européens. Il faut maintenant la renforcer. C'est d'ailleurs tout le sens aussi de l'initiative tunisienne que j'évoquais à l'instant. Nous souhaitons renforcer le contrôle de nos frontières extérieures. Et j'accueille Audrey Vetas sur ce plateau. Bonsoir Audrey. Bonsoir. On va remonter le fil grâce à vous de ces 8 mois depuis que Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, avec effectivement de grosses turbulences sur ce thème de l'immigration. Oui, et ça a commencé directement après l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir fin octobre 2022. En cause, ce bateau que vous allez voir à l'image, l'Ocean Viking, avec à son bord 230 migrants sauvés des eaux par des ONG. À ce moment, l'Italie refuse de lui ouvrir ses ports car elle estime qu'elle a déjà joué son rôle, elle a déjà accueilli 4 autres navires. Elle contrevient à ce moment-là à de nombreuses règles internationales. Un bras de fer s'engage alors avec la France notamment. Le paroxysme est atteint quand Giorgia Meloni, sur un coup de bluff, remercie Paris d'accueillir le bateau. Il n'en est rien. Paris n'a pris aucun engagement. Elle vient de se faire forcer la main. Au vu de la situation sanitaire et parce que les jours avancent, Paris ouvre finalement son port de Toulon. En représailles, la France remet en place les contrôles aux frontières avec l'Italie. Le message est très important, on est dans l'espace Schengen et l'épisode donne d'ailleurs lieu à une passe d'armes assez sèche entre Gérald Darmanin et Giorgia Meloni. Écoutez. Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien
et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il est évident qu'à effet immédiat, la France suspend l'ensemble des relocalisations au bénéfice de l'Italie et appelle tous les autres participants, notamment l'Allemagne, au mécanisme européen de faire de même. Un peu moins de 90 000 personnes sont entrées en Italie en 2022. Dans l'accord sur les relocalisations, 8 000 personnes sont censées être relocalisées en Europe. Savez-vous combien ont été relocalisées jusqu'à présent en France ? 38. Voilà, première passe d'armes, c'est pas fini, il y en aura d'autres. En effet, la nouvelle relation franco-italienne n'avait pas commencé sous les meilleurs augures. Elle va devenir glaciale après une sortie de Gérald Darmanin. Encore lui, c'était début mai, toujours sur des questions d'immigration. Le ministre est interrogé après de très nombreuses interpellations de personnes en situation irrégulière dans les Alpes-Maritimes. Il rejette alors la faute sur le gouvernement nationaliste italien, incapable de régler le problème migratoire d'après lui. Et il ajoute, je vais le citer, « Mélanie, c'est comme Le Pen, elle se fait élire sur vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ce que l'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. » Des propos, vous l'imaginez, jugés inacceptables par Rome, qui dénonce une insulte gratuite et vulgaire adressée à un pays allié. D'autant qu'il faut souligner, la situation est exceptionnelle actuellement en Méditerranée. Les flux migratoires en direction de l'Italie ont été multipliés par 4 par rapport à l'an dernier, Thomas. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ludmila Aconé, sur cette question de l'immigration, comment les Italiens jugent le bilan de leur chef de gouvernement? C'est un peu tôt pour savoir, évidemment. Et moi, c'est trop tôt. Oui, ouais. Voilà. Et il faudrait des élections législatives vraiment pour le savoir. Il y a eu quelques élections partielles, on ne peut pas encore dire. Il y a une inquiétude. Très clairement, chez les Italiens, c'est cette même inquiétude qui a porté la coalition au pouvoir avec les dernières élections. L'inquiétude, elle est multiple. Alors, depuis plusieurs années, et la Ligue du Nord, devenue Ligue, avait vraiment fait un travail très, très, très capillaire de attaque contre l'immigration, criminalisation contre les immigrés et cette assimilation criminelle, délinquants, violeurs, etc. C'est un travail terrible qui a été fait pendant des décennies, qui a laissé sa trace même chez des gens de gauche. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'associe avec une crise économique, un malaise que les Italiens ressentent par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport à la perte des filets de sécurité sociaux, par rapport à l'affaiblissement du droit du travail aussi. Et avec, Alberto Toscano, ce sentiment d'être abandonné par l'Europe, qui est en partie justifié, on peut dire ça. C'est l'élément fondamental. Et aujourd'hui, l'opinion publique italienne a voté. Giorgia Meloni a gagné démocratiquement une élection parce que l'opinion publique italienne est profondément déçue par l'attitude de l'Europe qui, effectivement, donne cette sensation au pays, l'Italie, mais aussi la Grèce, l'Espagne, mais aussi le Malte, d'être abandonnés. Et dire que les migrants qui n'ont pas vocation à rester en Europe et doivent être ramenés dans leur pays d'origine, doivent être accueillis dans le pays de premier accueil, l'Italie dans ce cas-là, qui a reçu 57 000 migrants cette année à travers la Méditerranée. Et ensuite, c'est à l'Italie de décider qui peut partir ou quand même de gérer ces problèmes et de les ramener. C'est impossible. Oui. Les pays de premier accueil ne peuvent pas gérer ces problèmes. Et l'attitude, notamment de la France et du ministre Darmanin, vis-à-vis de ce dossier qui a été parfois une attitude de provocation vis-à-vis de l'Italie, et pas seulement avec ce gouvernement, cette attitude n'aide pas à désamorcer ce problème. Ça, c'est sûr. On peut dire que Gérald Darmanin, il faisait plutôt de la politique intérieure. C'est un problème très épidermique. Ça fait plusieurs années, avant Giorgia Meloni et avant qu'on a un problème. On a en effet des gens qui arrivent sur le territoire, plutôt au sud, donc en effet l'Italie, la Grèce et l'Espagne, et qui estiment être un peu laissés de faire le travail pour les autres, alors que ces étrangers, enfin ces migrants ne veulent pas rester dans le pays dans lequel ils viennent d'arriver.
La solution, elle est européenne. Et c'est pour ça qu'il était bien qu'elle se voient là, tous les deux, là, Giorgia Meloni et Macron. Parce qu'au Conseil européen du 29 et 30 juin, après moult et moult rebondissements, le pacte européen sur la migration, qui est un peu cuit quand même, va peut-être arriver. Il manque un truc politique. Donc le truc politique, il peut venir que par les chefs. Ouais. Donc c'est bien parce qu'en effet... Donc vous espérez une position commune un peu forte sur cette question migratoire? Une position commune déjà. Ouais. Forte, on verra. Mais une position commune parce que les gens sont pas fous. On voit bien ces chicayas, ces nationales, etc. Ça ne mène à rien, ça crispe les opinions publiques et après on a des commentaires dans la presse que vous nous avez donnés. Mais la seule solution, elle est européenne. Or, il faut pas se masquer. La France et l'Italie partagent plus de choses sur ce sujet que d'autres pays d'Europe centrale et orientale qui ne veulent voir aucun migrant. Les Allemands qui disent de toute façon nous on gérera parce que wir schaffen das, comme ils le disent. Plus difficile sur les pays du Nord qui ont eu des mailles à partir, etc. Et puis les Britanniques qui ont quitté l'Union, mais tout en quittant l'Union, qui ont quand même une pression migratoire parce que les gens veulent partir aussi au Royaume-Uni. Donc ça ne peut être fait qu'au niveau européen. Et si ça n'est pas fait, ça sera criminel parce qu'on a les élections européennes en avril-juin 2024. Et si on n'a pas avancé sur ce sujet, alors on va devant de graves déconvenues dont on voit avec Marc Lazare les tenants et aboutissants. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.